À l'écoute de la petite enfance. Ici Camille Desrochers et je serai avec vous pour la prochaine heure accompagnée de mon invité. Vous pouvez retrouver le balado sur Spotify, Apple Podcasts ainsi que YouTube en format audio. Pour rester à l'affût des nouvelles, vous pouvez également suivre les pages Instagram et Facebook d'À l'écoute de la petite enfance. 15e épisode aujourd'hui et on parle d'un sujet dont je suis loin d'être professionnelle, même très loin. J'ai moi-même le fait affaire avec des services de sécurité financière et une chance que j'ai été accompagnée parce que c'est un monde dans lequel je nage dans l'inconnu. Et je suis certaine que je suis loin d'être la seule dans cette situation-là. J'ai donc fait appel à Noémie Bellemare, conseillère en sécurité financière, pour qu'elle vienne nous aider à démystifier les services et les produits auxquels on peut avoir recours lors de l'arrivée d'un nouvel enfant afin de planifier et sécuriser un certain avenir financier. Ne vous inquiétez pas, Noémie va nous présenter le tout avec légèreté afin qu'on puisse bien saisir les termes abordés. On ne va pas compliquer la chose, on veut que tout le monde comprenne. Noémie, je t'invite aussi à me reprendre si je me trompe dans les termes que j'utilise parce que, comme j'ai dit, je ne suis pas top. Donc, voilà. Bonjour Noémie, ça va bien? Ben oui, et toi? Ben oui, merci. Est-ce que tu voudrais te présenter à nous? Oui, donc comme tu l'as dit, je suis conseillère en sécurité financière. Donc, je travaille actuellement chez Industrielle Alliance. Ça fait déjà 3 ans que je suis là-bas. Et puis, je viens de Trois-Rivières, je viens d'ici. Donc, j'ai toujours habité ici. J'ai fait mes études ici également. Donc, en commençant, j'ai fait mes études au Collège La Flèche en administration. Et j'ai continué mon parcours scolaire à l'université en faisant mon bac en finance à l'UQTR. Et en faisant mon stage universitaire, je me suis positionnée chez Industrielle Alliance et j'ai commencé ma carrière là-bas. Et c'est en faisant ma certification auprès de l'Autorité des marchés financiers que j'ai finalement eu mon permis de conseillère en sécurité financière. Et puis, voilà, en fait. Mais c'est bien parfait, ça. Donc, c'est vraiment à la suite de l'obtention de ton baccalauréat que tu t'es vraiment orienté plus précisément dans ce domaine-là de conseil financier. Puis, si je peux me permettre, pourquoi tu as choisi cette branche-là des finances? En fait, depuis que je suis toute jeune, je pense que la finance, elle a toujours fait partie de moi. J'aimais les mathématiques, même au primaire, c'était ma matière préférée. J'ai toujours baigné dans le côté finance, j'aimais la comptabilité, donc ça a toujours fait partie intégrante de moi. Donc, ça valait de soi, en fait, quand j'ai commencé mes études là-dedans. Et puis, plus j'avançais dans mon parcours dans ce domaine-là, plus j'aimais ce que j'apprenais. Donc, ça valait de soi. Et puis, je viens d'une famille où mes parents sont entrepreneurs. Et puis, moi-même, très jeune, j'adorais pouvoir économiser les petits sous que j'avais pour mettre de côté. Donc, j'avais déjà cette tendance-là à économiser, même très jeune, les petits dollars que j'avais de côté. J'adore. Donc, ça valait de soi pour moi de pouvoir faire la même chose pour les autres. Donc, de pouvoir les aider à avoir ces bonnes aptitudes-là aussi financières. Wow, bien, félicitations pour ça. Tu as vraiment plein de qualités que je devrais davantage développer. Ben merci de venir partager ta passion avec nous. Ça fait plaisir. Puis tu as d'ailleurs aussi une page professionnelle sur Instagram où tu expliques plusieurs termes du jargon financier et où tu donnes aussi des conseils généraux. Je vais laisser le lien de cette page-là justement en description. Puis pour nous, à la maison, qui ne sont pas top dans tout ce qui est finance, peux-tu nous définir ton rôle en tant que conseillère financière? Qu'est-ce que tu fais? Oui, donc je dirais que pour la plupart des gens, quand on parle de finances, d'assurance, de placement, comme tu l'appelles, c'est vraiment du chinois. Donc, j'aime bien pouvoir vulgariser tout ça puis mettre du sens un petit peu dans ce que c'est. Donc, d'entendre des concepts comme un RAP, un R3E, un REER, c'est souvent très peu commun pour la plupart des gens. Donc, mon travail, c'est justement de guider les gens à travers ça, de donner un petit peu d'éducation à ce niveau-là, puis surtout de guider les clients au travers tout ça. Donc, mon travail, c'est de gérer les finances des clients, mais aussi les aider dans l'atteinte de leurs objectifs financiers. Ah, super. Donc, tu agis vraiment sur plusieurs aspects. Ton rôle est relativement large. Il y a autant l'éducation, il y a le choix des produits, il y a des services également. Donc, au niveau de l'enfant, plus précisément, pourquoi ça serait important de rencontrer ou du moins considérer rencontrer une conseillère comme toi avant l'arrivée de l'enfant?
En fait, je pense que quand on tombe enceinte puis qu'on attend l'arrivée d'un enfant, ça vient pas avec un manuel. Donc, la plupart des familles que je rencontre, ben, ils sont pas mal toutes au même point de se dire, bon, ben, par où je commence? Déjà, tu peux en témoigner, Camille, là, tu as eu l'arrivée de ton petit garçon il y a déjà quelques mois, puis ça vient déjà avec beaucoup de nouveautés. Donc, si au moins on a quelqu'un pour se faire guider, devrais-je dire, au travers le volet financier, à travers les différents produits, les différents avantages aussi, à adhérer ou non à certaines choses. Surtout aussi peut-être être mieux informé puis être capable de prendre des décisions plus éclairées aussi en termes de parents, dans le sens qu'on se fait proposer tellement de choses, on se fait solliciter, on se fait appeler, de pouvoir prendre la bonne décision de pourquoi je fais affaire avec telle personne ou telle institution, puis pourquoi je prends tel produit au lieu d'un autre, bien, rendu là, c'est d'être informé, puis c'est un petit peu le but de notre podcast aujourd'hui. Ah, ben j'aime ça. Puis justement, là, tu sais, j'ai décidé de faire appel à toi pour le balado parce que justement, j'ai vu c'était quoi. J'ai vu des gens aussi se faire avoir dans des certaines gamiques de placement, de petits astérix cachés, des choses comme ça. Puis des fois, ça fait peur aussi de mettre son nom en bas d'une page comme ça. Oui, il y a beaucoup de clients quand même que je rencontre qui ont encore des réticences par rapport à certains produits que je me dois de rendre plus clair puis de les rassurer à ce niveau-là. Puis la plupart des produits, puis là, il me vient en tête le régime épargne-études qu'on va pouvoir parler plus tard, mais ça me vient à l'esprit de dire que c'est quand même un produit qui a été mis en place par le gouvernement pour aider les jeunes familles à mettre de l'argent de côté. Donc, peut-être que ça a été dans le passé moins bien exploité, peut-être moins bien expliqué par certaines parties qui ont peut-être pris avantage de ça, mais somme toute que la base du régime épargne-études, quand c'est bien fait, c'est dans le but d'aider les parents. Là. Oui, vraiment. Puis, il y a plusieurs aussi firmes, il y a plusieurs personnes. C'est vraiment aussi d'aller avec le contact humain, la personne, la confiance que tu peux créer avec la conseillère, le conseiller avec lequel tu fais affaire. Je pense que c'est vraiment là aussi que ça va peut-être venir changer ta perception et ouvrir tes horizons là, sur les produits financiers qui sont comme tu dis, là, le régime d'épargne-études, ben, on va en parler plus tard, mais c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'économiser et faire, le gouvernement met de l'argent aussi dans notre régime, là, fait que c'est gagnant. Là. Exact. Mais encore une fois, il faut que ça soit bien mis en place. J'aime ça ce que tu dis parce que tu parles d'un lien de confiance qui s'établit avec la clientèle, puis c'est exactement ça mon travail, dans le sens où, oui, mes clients me choisissent, je les choisis aussi en travaillant avec eux, parce qu'au final, étant travailleur autonome, on développe une certaine clientèle, mais j'aime le mot que tu emploies, de fait qu'on a une complicité, puis c'est de se faire confiance, puis au fur et à mesure, le travail que je fais avec les clients, c'est sur une longue période de temps, dans le sens où, oui, aujourd'hui, le besoin, c'est peut-être plus une jeune famille. Dans 2 ans, ça se peut que ça soit l'achat de la maison. Plus tard, ça sera un nouveau projet. Donc, de suivre comme ça les clients sur un certain nombre d'années, jusqu'à la planification de retraite, quand on sera vraiment plus vieux, bien, écoute, c'est ce qui fait que le lien de confiance se bâtit peu à peu. Effectivement, c'est vraiment quelque chose là, qui est très important à ce niveau-là. Puis justement, là, tu vas le mettre en lumière plus tard, mais il y a des différences, il me semble, au niveau de certains produits qui sont contractés avant ou après la naissance, comme l'assurance vie, si je ne me trompe pas. Puis justement, j'aimerais ça, en fait, qu'on fasse juste un petit peu le tour de c'est quoi les produits financiers qui sont pertinents de prendre en considération pour les enfants avant, après, pendant la naissance. Oui, bien sûr. Bien, c'est sûr qu'il y a tout qu'un monde au travers l'assurance puis l'épargne. Si on veut simplifier le tout pour, si on peut dire, le guide financier pour une nouvelle famille et qu'on veut simplifier le plus possible, bien, je dirais qu'il y a 2 grands volets qui est le régime épargne-études puis le volet assurance. Donc, ça serait vraiment les 2 gros volets sur lesquels je dirais aux parents de se concentrer. Donc, si on parle un petit peu plus de l'assurance, comme tu disais, bien oui, il existe des produits d'assurance à souscrire avant la naissance, puis après la naissance. On va surtout parler d'assurance pour les enfants, mais je trouve que c'est aussi pertinent de mettre en lumière le fait qu'avant de prendre une assurance pour les enfants, bien, je considère que l'élément le plus important à assurer, c'est les parents. Souvent, on a tendance à vouloir créer une belle protection aux enfants, mais reste que la base à assurer, c'est aussi les parents. Donc, il faut que la base soit solide, parce que s'il arrive quelque chose au niveau des parents pendant la période
la plus cruciale, soit que les enfants sont à leur dépend, donc sont dépendants des parents. Donc, c'est sûr que si les parents n'ont pas une bonne protection, bien, ça vient un petit peu tout écrouler le travail qu'on va avoir fait pour l'enfant. Donc, je pense, par exemple, on met un budget dans un régime épargne-études, on met du budget dans de l'assurance, mais si la base de protection des parents n'est pas là et qu'il arrive quelque chose puis qu'au niveau financier, tout s'écroule, bien, on n'aura plus de sous pour en mettre dans le régime épargne-études, on n'aura plus de sous pour assumer les dépenses au niveau des assurances. Donc, moi, prime abord, quand je rencontre mes clients, c'est sûr que je fais un travail au niveau des parents avant de se lancer dans les protections des enfants. Oui, assurément. Là, puis nous aussi, je peux parler de mon expérience personnelle. Ben oui. Mais avant, là, moi aussi, de passer aux produits pour mon enfant, j'ai passé à mes produits personnels à moi et mon conjoint, là, le papa de mon fils. Puis c'est là-dessus première étape qu'on a faite, c'est celle-là. Puis après ça, on est allé vraiment se diriger au niveau de l'enfant parce qu'on s'est dit, tu sais, s'il nous arrive de quoi demain matin, c'est ça, je veux pas que mon enfant se retrouve à dépendre des autres. Et aussi, tu sais, ses REA, même si on en a mis plusieurs, bon montant là, dans son REA, ben il va pouvoir seulement le sortir au niveau des études postsecondaires. Donc, c'est pas assurer son développement là, à l'heure actuelle, effectivement. Donc, voilà, c'était ma petite transition. Puis quand tu parlais, bon, ben pour revenir, où est-ce qu'on en était avec ta question? Excuse-moi, j'ai un petit peu mais moi aussi, je suis partie, là. Mais pour revenir à ta question, par rapport aux assurances, là, si on se fie vraiment, si on part vraiment sur cette ligne-là, donc oui, il existe des produits à penser pour les parents, mais aussi pour les enfants. Donc, si je peux parler des points plus importants, donc on pense tout le temps que de l'assurance, ça coûte cher, puis que c'est dispendieux, mais techniquement, il y a 2 types d'assurance. Donc, il y a de l'assurance qu'on dit temporaire et permanente. Donc, en tant que jeune famille, l'assurance temporaire, c'est ce qui est le plus important. L'assurance temporaire, c'est de dire qu'on vient protéger un certain nombre de temps. Donc, souvent 20 ans, 25 ans, on veut protéger la période où les enfants, justement, dépendent des parents. Donc, pour les parents, d'avoir une bonne protection d'assurance temporaire, un montant suffisant pour payer les petits frais au décès si arrivait le pire, mais aussi pour assurer une continuité du revenu au conjoint qui, lui, doit continuer de maintenir le niveau de vie de la famille pendant encore peut-être 15-20 ans. Donc, du côté des enfants, mais c'est la même chose. Donc, on peut travailler avec un plus petit budget. De l'assurance temporaire, c'est quelque chose qui ne coûte pas excessivement cher, mais qui permet d'avoir une belle protection d'un gros volume d'assurance pour les enfants. Et on peut travailler avec peut-être un budget un petit peu plus je dirais pas imposant parce que c'est relatif, mais qui est un petit peu plus dispendieux que de l'assurance temporaire pour les enfants, mais qui permet là, d'avoir que chaque dollar investi, bien, il y ait un retour là-dessus. Donc, c'est pas du consommable jetable comme, par exemple, l'assurance temporaire. Donc, quand on parle de à la naissance, c'est sûr qu'il n'y a pas d'assurance à part une seule qui... il y a une assurance qu'on peut souscrire avant la naissance de l'enfant. Nous, chez Industriel Alliance, ça s'appelle d'une certaine façon. Dans d'autres compagnies, ça peut s'appeler différemment. Nous, de ce que je veux parler, c'est le module enfant. Donc, c'est la seule assurance sur le marché qui permet d'assurer le ventre de la mère, si je peux le dire comme ça. Donc, je trouve que c'est une belle protection à ne pas négliger, dans le sens où de l'assurance, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de la santé de l'enfant. Donc, il faut avoir une bonne santé pour pouvoir souscrire à des produits d'assurance. Ça dépend aussi de l'âge. Donc, quand on prend de l'assurance pour un enfant, souvent, ça ne coûte pas très cher parce que, justement, ils sont tellement jeunes que le coût est moindre que, par exemple, un adulte. Donc, quand on parle... Puis aussi, l'espérance de vie d'un enfant, à la base, est pas mal plus élevée. Exactement. Que plus qu'on vieillit, plus qu'on peut développer des petits bobos. Fait que ça joue aussi sur le coût, j'imagine. Exactement. Donc, les statistiques font en sorte que nous, quand on fait nos calculs de prix, bien, c'est sûr qu'un petit bébé en santé, bien oui, ça coûte moins cher parce qu'il n'y a pas de bobos, puis l'espérance de vie est encore à son maximum. Donc, ce que je voulais dire par rapport au module enfant, c'est justement, on peut assurer la bédaine, puis c'est non négligeable, tant qu'à moi, avant la naissance, de venir faire cette petite protection-là, parce que, justement, à la naissance de l'enfant, bien, on n'a pas de boule de cristal, on ne le sait pas, est-ce que notre bébé va être en santé parfaitement, ou est-ce que, comme tu l'as dit dans d'autres podcasts, tu as parlé de différents
troubles au niveau là, des enfants qui se développent peut-être plus à la petite enfance ou à la naissance aussi. Donc, c'est important de justement venir garantir la santé de l'enfant avec ce petit module-là. Puis, cette assurance-là permet qu'à la naissance, après 15 jours de vie, mais l'enfant tombe automatiquement assuré. Peu importe. Fait que même si mon enfant a eu une jaunisse, même s'il a eu des problèmes de respiration, par exemple, à la naissance, ça, l'assurance est pas pris en compte. C'est pas pris en compte pour l'assurabilité de mon enfant. Donc, ça ne jouera pas sur le coup. Exactement. OK. Donc, c'est vraiment un très beau produit parce que, comme je te dis, il n'y a personne qui sait. On souhaite tout avoir un bébé parfaitement en santé, mais il arrive des cas où malheureusement, il y a des enfants qui naissent avec une certaine petite condition qui nécessairement ne met peut-être pas un risque pour sa vie, mais qui fait que, bon, ben peut-être qu'à cause de ça, il va avoir de la difficulté à aller s'assurer dans le futur, soit pour se faire des bases d'assurance lui-même ou quand il va avoir des engagements financiers plus grands comme lui-même l'achat de sa première maison qui nécessite de l'assurance. Ça va peut-être être plus difficile de s'assurer. Donc, au moins, avec ce petit produit-là qu'on vient mettre avant la naissance, ben ça lui assure, après 15 jours de vie, qu'il a une protection qu'on ne pourra pas lui enlever sur sa tête malgré les petits bobos qui ont sorti. Puis ça, dans le fond, c'est actif 15 jours après la naissance de l'enfant, peu importe les conditions dans lesquelles il est arrivé au monde. Mais après les 15 jours, c'est actif combien de temps, ce module-là? En fait, la beauté du produit, c'est que, par exemple, on peut y aller pour commencer avec un montant de 50 000, disons, de protection, qui serait le maximum dans ce produit-là, chez Industrielle Alliance, bien sûr. Donc, le principe de cette assurance-là, c'est que jusqu'à l'âge de 25 ans, donc l'enfant est protégé du montant de départ, donc dans ce cas-ci 50 000, et à l'âge de 25 ans, il a 30 jours pour effectuer son droit de transformation, qu'on appelle. Donc, à 25 ans, il peut dire, bon, mais moi, sans qu'on lui pose de questions sur sa santé, il peut aller chercher jusqu'à 5 fois le capital de départ. Donc, on comprend que si le parent avait pris le maximum de protection pour lui, soit 50 000, à l'âge de 25 ans, l'enfant pourrait dire « Moi, je veux aller me chercher 250 000 dans n'importe quel produit d'assurance vie que la compagnie offre, en fait. » C'est quand même mode comme produit, là. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis surtout que, bon, c'est de l'assurance temporaire dans le sens où le prix du premier 50 000, il est figé pendant les 25 premières années. Puis ensuite de ça, ben c'est soit l'enfant, soit le parent qui continue d'assumer pour la transformation, le nouveau prix, qui est encore très raisonnable parce que l'enfant a seulement 25 ans, donc c'est quand même encore raisonnable. Mais oui, c'est un très beau produit là, à ne pas négliger parce que justement, la santé, on ne sait jamais comment ça peut virer. Oui, puis tu sais, je veux dire, ça, c'est une protection aussi un peu, je pense, pour les parents, dans le sens que si on perd notre enfant, peu importe, c'est pas ça, on veut pas aller là-dedans aujourd'hui, là, mais je veux pas, ça se peut que tu arrêtes de travailler par un instant, il va y avoir des coûts à tout ça, il va y avoir les coûts des funérailles, il va y avoir, tu sais, quand même une charge financière qui vient avec la perte d'un être cher, peu importe l'âge, bien, cette sécurité financière-là que tu viens chercher, bien, ça va assumer un peu ces coûts-là. Là. Exactement. Puis moi, ce que j'aime souvent faire avec les jeunes familles qui viennent me rencontrer, c'est souvent, avant la naissance, justement, on met ce type de protection-là en place pour protéger la bédaine, s'assurer que si l'enfant naît avec un certain problème quelconque, qu'il va avoir une protection sur sa tête, coûte que coûte. Mais du moment où, à la naissance, on se rend compte que l'enfant est parfaitement en santé, puis qu'il est admissible à toute la gamme de produits qui s'offrent à lui parce que toute la santé est belle, bien, rendu là, rien n'empêche qu'on peut canceller ce qu'on avait fait, qui était notre plan A, juste pour s'assurer que tout était beau. Puis ensuite de ça, on a la gamme de produits qui s'offre à nous, qui nécessite un questionnaire médical à ce moment-là, mais on le sait que l'enfant est en parfaite santé puis qu'on n'aura pas de problème à aller vers ce type de produit-là. Donc, je le vois vraiment en 2 temps. C'est vraiment, premièrement, on envisage le pire parce qu'on ne le sait pas à la naissance ce qui va se passer. Puis, étape 2, c'est vraiment, bon, ben on a le OK comme quoi la santé est belle et que tout est beau. Donc là, à ce moment-là, je présente la gamme de produits pour que le parent prenne la décision de quel produit il veut s'en aller. OK, c'est bien. Puis on peut toujours rester avec le module si ça nous tente. Là. Exactement. On peut toujours conserver le module qui reste une belle protection temporaire à petit coût puis qui peut très bien faire le travail. Absolument. Bon,
ben merci. Niveau assurance, est-ce qu'il y en avait d'autres au niveau de l'enfant ou c'était pas mal ce qui englobait le niveau de l'assurance de l'enfant? Oui, ben côté assurance de l'enfant, on a beaucoup parlé d'assurance vie. Ouais. Puis, il y a un autre volet que j'aime bien parler qui C'est les maladies graves. Exactement, Ah, tu ouais, connais? Non, mais pour les enfants, je savais pas que c'était pour les enfants. J'ai fait te le demander. Ah ouais, il y en a pour les Oui, enfants. donc ça existe, des protections d'assurance maladie grave. C'est sûr que c'est moins connu que de l'assurance vie. On Ouais. en entend moins parler, mais ça existe. Donc, c'est quoi le principe de l'assurance maladie grave? Bien, l'assurance maladie grave, elle a été créée parce que, justement, bon, le décès, c'est inévitable. On le sait à 100% qu'on va décéder, donc on vient se couvrir pour ça. On sait juste pas quand. Mais l'assurance maladie grave, c'est quand même... si on regarde les statistiques, je les ai pas avec moi, mais quand même, c'est assez impressionnant de voir en haut de 55 ans le nombre de gens qui ont un diagnostic de maladie grave. Puis quand on parle de maladie grave, là, c'est assez large, là. On parle de cancer qui a un risque pour la vie. On parle d'Alzheimer, on parle de sclérose en plaques, donc on connaît déjà tous quelqu'un autour de nous qui ont un cancer. Donc, à ce niveau-là, la protection est dans le but de justement offrir un montant d'argent à ceux qui ont un diagnostic pour peut-être faire l'adaptation de leur milieu de vie si jamais ils ont une chaise roulante, pour pouvoir avoir les meilleurs soins de santé, pour pouvoir faire les déplacements si on a besoin d'aller à Québec, à Montréal pour se loger. Donc, c'est un montant qui est très bien reçu pour la plupart des gens. C'est faux de dire, dans la majorité du temps, de dire, bon, ben si j'ai un diagnostic de maladie puis que j'arrête de travailler, ben mon niveau de vie puis mes dépenses vont être moindres. Dans peut-être certains cas, ça peut l'être, mais la majorité du temps, malheureusement, ça nécessite des déplacements, ça nécessite des dépenses supplémentaires, des médicaments qui sont peut-être pas nécessairement couverts à 100% non plus. Mais pas juste ça. Pensez juste à vous, les mères qui m'écoutent, notre congé de maternité, là. On avait envie de sortir, on avait envie de magasiner, on avait envie, tu sais, je veux dire, tu veux pas rester chez toi dans ton divan, tu as envie de sortir, tu essaies peut-être de te remonter le moral, là, dans ce cas-là, si tu vis une maladie grave, tu sais, peut-être que demain va être la fin, fait que, tu sais, peut-être que tu veux vivre ta vie du plus que tu peux, puis tu veux pas vouloir te limiter à ce stade-ci de ta vie, là. Exactement, chacun le vit à sa façon, donc c'est un petit montant supplémentaire pour vivre avec ça par-dessus, puis vivre par-dessus ça, ça se dit pas. En tout cas. Donc, pour traverser ça. Puis, la protection maladie grave, elle s'applique aussi pour les enfants. Donc, souvent, quand on parle d'assurance, on se dirige surtout vers l'assurance vie, qui, oui, est un gros morceau là, du volet de l'assurance, mais de plus en plus, les jeunes familles y intègrent aussi la protection d'assurance maladie grave, parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie, je crois, c'est que de voir ton enfant malade et de ne pas avoir les sous pour lui offrir les meilleurs soins. Donc, la protection maladie grave offre ces montants-là. Et puis, comment ça fonctionne, l'assurance maladie grave? Donc, c'est un montant forfaitaire. Donc, la personne qui assure son enfant d'une protection comme ça va venir choisir un montant de départ. Donc, on peut parler d'un 20 000, 50 000, un 100 000. Et puis, si le pire arrive, bien, c'est un montant unique qu'on verse aux parents ou aux bénéficiaires pour pouvoir assumer les frais. On parle aussi dans la protection, là, il y a 25 maladies graves qui sont pour adultes et enfants, mais il y en a aussi 6 supplémentaires qui sont uniquement pour les enfants. Donc, si là, un diagnostic survient avant le 25e anniversaire de naissance, on parle entre autres du diabète sucré de type 1, la dystrophie musculaire, fibrose kystique, une maladie congénitale du cœur, une paralysie cérébrale ou le syndrome de Down. Donc, c'est 6 maladies-là qui sont propres à la protection pour vraiment les enfants. Oh là là, mais oui, mais c'est toujours bien avoir je pense, ces petits backups-là pour, si jamais, justement, on sait que les assurances, c'est beaucoup dans la prévention, hein. Le meilleur des assurances, ça serait de ne jamais devoir les utiliser, mais malheureusement, des fois, quand on a une situation qu'on arrive, c'est toujours bon d'avoir un coussin, d'avoir une sécurité financière, d'avoir un stress financier de moins, ça vaut de l'or. Donc, au niveau de l'assurance, là, ça englobait pas mal, je pense, assurance vie, assurance maladie grave. Est-ce qu'on se dirige plus vers le régime d'épargne-études? Oui, on peut. Parfait. Je t'écoute. Qu'est-ce que c'est les avantages, le but, les cotisations, fonctionnement? Ça aussi, c'est un peu un mystère. Ça dépend vraiment de la personne que tu vas rencontrer pour faire ta planification financière, justement. Là. Souvent, il y a des petites clauses selon les compagnies, donc j'ai bien hâte de t'entendre parler. Oui, bien, c'est sûr que, bon, le régime épargne-études,
excuse-moi, je vais recommencer. Donc, comme on l'appelle souvent, le R3E, mais qui est en soi le régime enregistré d'épargne-études. C'est ça. C'est sérieux, R3E? Oui. J'ai jamais entendu ça. Non? Comment tu le dis? Un RE. Un RE, oui. On l'entend souvent aussi. Donc, il y a plusieurs façons de l'appeler, mais son vrai nom, le régime enregistré d'épargne-études. Donc, sans surprise, là, c'est un compte d'épargne pour aider les parents à épargner en vue des études postsecondaires de leurs enfants. Donc, ça sert à assumer là, les frais comme, par exemple, les sessions, les frais de manuel, les logements si l'enfant va aux études à l'extérieur de son lieu de résidence. Donc, c'est vraiment des montants alloués aux études postsecondaires. Puis, la beauté de la chose, c'est que ça vient avec des avantages, comme tu l'as dit, qui sont à mon sens, les subventions gouvernementales. Oui. Donc, c'est un très beau produit pour les familles, pour, oui, mettre de l'argent de côté, mais en ayant un petit coup de pouce des subventions qui viennent aider à faire grossir le peloton d'argent, en fait, là, pour les études. Donc, il y a 2 types de régimes, soit individuel ou familial. Donc, si par exemple, le parent souhaite ouvrir un régime familial, donc il faut qu'il y ait un lien de parenté entre les enfants qui y sont. Sinon, un régime individuel, donc chaque enfant aurait son propre régime à lui. Et c'est quoi la différence entre les deux? Mettons, moi, j'ai un enfant, lui a un régime individuel. Puis là, si j'en ai un deuxième, je peux transférer mon individuel en familial? En fait, c'est sûr que normalement, il faudrait y penser d'avance. Donc, okay, là, bon, c'est je suis en retard. Bon, ça commence bien. Donc, souvent, on pose la question aux familles, est-ce que tu aimerais avoir juste un enfant? Est-ce que tu aimerais en avoir 2? Le fait que tu en aies ouvert un individuel, inquiète-toi pas, c'est très bien aussi. Mais c'est ça, le fait qu'ils soient des fois les enfants tous dans le même, ça facilite au niveau, là, si jamais il y a un enfant qui va pas aux études postsecondaires, puis qu'on veut pas perdre les subventions, le transfert se fait un petit peu mieux dans un régime familial parce que toutes les sommes appartiennent un petit peu aux enfants. Donc, on peut choisir la répartition là, des sommes à chacun. Cool. Donc, il faut savoir que ça existe, mais en même temps, on n'est pas à l'abri de dire « Oui, moi, je veux 4 enfants », puis finalement en avoir juste un parce que les plans changent. Donc c'est un choix personnel. Puis, est-ce que, mettons, tu peux dire, je veux un familial? Moi, je pose des questions. Si je veux un familial, finalement, justement, comme tu dis, j'en ai juste un. Ça fait quoi? Ça fait pas grand-chose? Ça fait pas grand-chose. Donc, il va y avoir un enfant dans ton régime familial. Alors qu'il aurait pu en accueillir plus d'un, mais il y en aurait juste un. Il n'y a pas de pénalité qui... parfait. Ensuite de ça, on parlait des subventions. Donc, je me fais souvent demander, mais en termes de subventions, à quoi qu'on peut s'attendre, à quoi ça peut ressembler en termes de montant. Je vous ai concocté une petite illustration, là, un merci. petit cas type. Mais avant de se lancer là-dedans, là, je dirais qu'il y a 3 grandes subventions qui vont dans le régime épargne-études. Dépendamment dans quelle tranche de revenus votre famille se situe, il y a des montants là, qu'on peut recevoir additionnels si on est une famille avec un plus petit revenu familial. Par contre, là, il y a 3 subventions qu'on peut avoir au Québec, donc dans le régime épargne-études, en commençant par la subvention canadienne pour l'épargne-études, la SCEE, qui correspond à 20 de la première tranche de 2 500 $ qu'on dépose annuellement, de ça étant un maximum. Parce que, je le rappelle, le régime épargne-études, on peut cotiser 50 000 au total pour notre enfant, donc de cotisation des parents, et ce qui équivaut à un 2 500 $ de plafond annuellement, 208,33 $ par mois aussi. Donc, pour la première subvention, on parle de 20 % des cotisations du parent qui va être déposé dans le régime épargne-études. Et si on a droit à la SCEE supplémentaire, on parle d'un autre 10 à 20 % pour les familles à plus faible revenu pour la première tranche de 500 $. Donc, ça, ce qui en est pour la première subvention. Pour ce qui est de l'incitatif québécois à l'épargne-études, la IQEE, donc c'est un crédit d'impôt remboursable qui est versé directement dans le régime épargne-études. Et ici, la subvention vient donner 10 % des cotisations annuelles des parents, plus 50 $ si on est une famille à revenus moins élevés. Donc, pour la dernière, le bon d'études canadien, le BEC,
c'est vraiment pour les enfants de familles à faible revenu. Donc, on a un 500 $ pour la première année et par la suite 100 $ par année jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, il y a certains maximums, là, dépendamment aussi des subventions, mais grosso modo, là, les avantages du régime épargne-études, c'est justement ces subventions-là. C'est-à-dire que grâce à elles, on a des montants supplémentaires. Donc, non seulement le parent donne des contributions, donne de l'argent à mettre dans le compte, cet argent-là fait des petits, ce qui est le rendement, mais on a aussi les subventions gouvernementales qui aident à grossir le peloton. Ouais, c'est vraiment pas négligeable là, tu sais, mon enfant, moi, il y a 9 mois aujourd'hui. Bon, mon anniversaire. Déjà? Oui. Puis, tu sais, on peut déjà voir dans son compte là, de régime épargne-études combien qu'on a fait là, d'estimation pour l'année. C'est quand même pertinent à voir. Là, donc, c'est vraiment pas négligeable les montants qu'on peut venir chercher en subvention. Là. Voilà. Donc, puis au niveau de l'imposition pour ce type de régime-là. C'est vraiment une bonne question, Camille, parce qu'on se le fait souvent poser. C'est peu connu de, OK, mais une fois qu'on retire les sous, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est les parents qui sont imposés? Parce que les parents font quand même un plus grand revenu que l'enfant. Comment ça fonctionne? Donc, je vous rassure, c'est l'enfant qui a l'imposition, donc sur sa déclaration de revenus au moment de la sortie des fonds du régime épargne-études. Donc, premièrement, pour pouvoir sortir les sous du régime épargne-études, bien, il faut faire des sessions après le secondaire. Donc, on parle d'un DEP, on parle d'une technique, donc toutes les études qui sont post-secondaire. Donc, après le secondaire, c'est des façons de débloquer les montants qui sont dans le régime épargne-études. Donc, si on parle de l'imposition de ces montants-là au moment du retrait, bien, c'est l'enfant qui est imposé. Donc, certains sont rassurés parce que, bon, l'enfant aux études postsecondaires, je prends par exemple, il fait une technique. C'est bien rare là, qu'il fait des revenus astronomiques en même temps de faire ses études. Donc, ça permet là, de payer pas mal moins d'impôts que si on se fiait au taux d'imposition des parents qui, normalement, ont un revenu pas mal plus élevé que leur enfant encore aux études. Pour vrai, tu sais, moi, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est fini de décaisser nos R3, nous autres, là. Puis, tu sais, j'ai regardé ça, tu sais, j'ai jamais eu à payer d'impôts à la fin de l'année, de toute façon, à cause que j'avais des jobs étudiantes, justement. Là. Exactement. Tu n'avais pas un assez gros revenu pour dire que... Puis, il faut savoir aussi que les seules parties qui sont imposables, c'est pas l'argent que les parents vont avoir mis dedans, parce que c'est de l'argent déjà imposable, déjà imposé, devrais-je dire, parce que c'est de l'assurance qui vient souvent de l'emploi, donc déjà imposé. Donc, les seules parties qui sont vraiment imposables, c'est les subventions et le rendement. Donc, techniquement, la grande partie de ton régime épargne-études... La cotisation parentale n'est pas imposable, dans le fond. Exactement ça. Puis, à savoir aussi qu'elle n'est pas non plus déductible. Donc, à la fin de l'année, là, c'est pas comme un REER qu'on peut envoyer ça à notre comptable. Il fera rien avec ça. En effet. Il va dire, reprends ton papier puis retourne chez vous. Tu m'as fait un papier ici, mais je suis pas intéressée. C'est ça. C'est bien. Bon, ben ça, c'est parce que c'est quand même vraiment là, quelque chose qui peut être complexe à faire. Comme, OK, il faut que j'en mette, mais tu sais, c'est mieux de prendre un autre type de placement pour les études de mon enfant. Mais avec la cotisation du gouvernement, avec le taux de rendement aussi, qui est quand même bon dans un REE, là, c'est assez safe aussi, on s'entend. Là. Je pense que c'est vraiment là, une bonne stratégie à adopter pour les études. Oui, puis quand tu me parles du placement du régime épargne-études, bien, je vais quand même amener une certaine précision parce qu'il y a différents types d'investisseurs dans ce monde. Il y a des familles qui sont plus prudents avec leur argent, puis il y en a d'autres qui sont plus audacieux, si je peux dire comme ça. Donc, dans ton régime épargne-études, tu peux l'adapter à ton profil d'investisseur que tu es. Donc, c'est pas vrai de dire que tous les régimes épargne-études, c'est un long fleuve calme et tranquille. Donc, on y va vraiment avec le parent, c'est quoi sa tolérance au risque, puis on lui fait vraiment un portefeuille adapté dans son régime épargne-études. Puis, je me fais aussi souvent demander, les subventions, par exemple, mon enfant, il a 3 ans, j'aimerais ça commencer à cotiser maintenant dans un régime épargne-études. C'est quelque chose que je connaissais pas à la naissance, mais que maintenant, je trouve que ça fait du sens. Est-ce que c'est le bon moment pour commencer? Est-ce que je peux commencer maintenant qu'il y a 3 ans ou j'aurais dû y penser plus tôt? Donc, la réponse, c'est oui. Donc, tu peux commencer à mettre de l'argent dans le régime épargne-études, même si ton enfant, il a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les subventions que tu n'as pas eues dans les premières années, tu peux les rattraper. Donc, tu peux les rattraper une année à la fois. Une autre question aussi que j'ai moi-même demandé lorsque c'est le temps. Qu'est-ce qui arrive si, dans le cas que mon enfant
ne va pas là, aux études postsecondaires? C'est vraiment une bonne question. Puis de là où j'invite tout le monde à bien se renseigner parce qu'il y a déjà eu des grosses problématiques par rapport à cette question-là dans le passé. Donc, c'est important de savoir, bon, mais c'est qui me donne mon régime épargne-études? Est-ce qu'il est bien assermenté? Est-ce que comment que ça fonctionne, le régime épargne-études? Parce que d'une compagnie à l'autre, c'est différent. Mais en fait, la plupart du temps, puis si je parle de notre côté, donc premièrement, au moment du retrait, donc si l'enfant a fait des études postsecondaires, il n'y a pas de problème, donc il peut ramasser la contribution, la subvention et le rendement. Mais venant une situation où l'enfant, après le secondaire 3, par exemple, décide d'arrêter l'école, s'en va dans un autre corps de métier qui ne nécessite pas de finir les études. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le parent perd tout? Est-ce que le parent conserve une partie? Comment ça fonctionne? Donc, le parent conserve ses contributions à lui parce que c'est de l'argent de sa poche qu'il a mis dans le régime épargne-études, ça lui a pas été donné. Bien sûr qu'il perd les subventions gouvernementales qui avaient comme but d'inciter les parents à cotiser pour pousser les études postsecondaires de leur enfant, mais le rendement que votre propre argent a généré, ça vous appartient aussi. Donc, on vient perdre le côté subvention. Je vous parlais un petit peu plus tôt que j'avais créé un cas type d'une famille qui fait un revenu là, entre 53 360 et 106 717 par année. Donc, on parle de revenu familial assez moyen. Donc, cette famille qui cotise 100 $ par mois au régime épargne-études de leur enfant et que leur enfant vienne de naître. Donc, on part vraiment là, avec un petit bébé tout neuf. Donc, en termes de contribution, jusqu'au 18e anniversaire de leur enfant, les parents vont avoir mis de leur poche 21 000 $. Donc, dans mon exemple, là, j'ai présenté la situation avec une hypothèse de rendement de 4 %. Donc, c'est de dire que leur argent dans le régime épargne-études va avoir fait une moyenne de rendement de 4 % par année. Donc, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Ça dépend du profil d'investisseur de chacun. Quelqu'un qui est vraiment plus audacieux pourrait s'attendre à quelque chose de pas mal plus intéressant de rendement comme que ça. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus prudents avec leurs sous, puis un 4 % ils peuvent très bien s'y référer. Donc, avec une hypothèse de rendement de 4 %, on aurait eu un montant de 12 576 $ supplémentaires dans le régime épargne-études. À ça, on vient ajouter le montant des subventions qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Donc, on parle de montant de 7 680 $ en subvention. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ça représente à peu près, là, dans la plupart du temps, un 30 % des cotisations des parents. Très Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, pour 21 000 $ mis dans le régime épargne-études par les parents, on se retrouve avec un montant total de 41 356. Donc, on vient de faire 20 000 $ de plus. On a presque doublé la somme, là. Exactement. C'est impressionnant quand même. C'est vraiment impressionnant. Donc, moi, mon conseil, là, d'avoir un enfant, c'est vraiment un cadeau au niveau de l'épargne parce que ton CELI, il fera jamais autant de rendement puis il sera jamais autant intéressant qu'un régime épargne-études. Donc, tous les gens, toutes les familles qui ont des CELI, ont des REER, mais ne profitent pas du régime épargne-études, c'est un petit peu de se mettre des bâtons dans les roues parce que c'est un produit qui est incroyable. Bien, merci, Noémie, de nous avoir fait découvrir ce beau produit. On va prendre une petite pause, puis après ça, on va justement parler de comment toi, tu es habilité à venir faire le conseil sur des produits. Super. Donc, on se revoit dans quelques instants. À l'écoute de la petite enfance. À l'écoute de la petite enfance. Nous sommes de retour à l'écoute de la petite enfance. Je suis toujours avec Noémie Bellemare, conseillère en sécurité financière chez Industrielle Alliance. En fait, là, ce que j'ai envie de te demander, Noémie, c'est toi, en tant que conseillère, tu es habilitée à déterminer quels sont les meilleurs produits pour les clients qui viennent te voir, mais comment tu procèdes pour conseiller un produit plutôt qu'un autre? Oui. En fait, il y a plusieurs variantes. C'est sûr que moi, je passe quand même un bon moment avec les clients dans mon bureau. Donc, j'apprends à les connaître, j'apprends à connaître aussi leur situation, leurs besoins, leurs projets futurs. Puis, je dirais là, que la base de où est-ce qu'on se situe à partir de ça, ça reste que tout est une question de budget aussi. Donc, je pourrais présenter la Cadillac des assurances, puis je pourrais leur dire que le régime épargne-études, de le maximiser à 208 $ et 33
par mois, c'est ce qu'il leur faut à tout prix. Ce qui est vrai dans le sens qu'on a des meilleurs... C'est plus avantageux de faire ainsi parce qu'on va chercher toutes les subventions, puis avoir le maximum d'assurance. On pourrait vraiment avoir le Cadillac de la Cadillac, mais en soi, il faut se ramener à se dire, oui, on a besoin de ci, ça, mais est-ce que ça rentre dans le budget? Dans le sens où moi, j'aime toujours mieux travailler avec le budget du client plutôt que d'aller au-delà de ce qu'ils sont capables de payer, puis qu'au final, il faut réajuster le tir ou qu'il faut carrément juste tout laisser tomber parce que ça ne fonctionne pas du tout. Donc, comme je te dis, il y a des solutions à plus petit budget, des solutions à plus grand budget, puis c'est vraiment en faisant l'analyse de leurs besoins, puis au fil de la rencontre, puis après, avec nos discussions, qu'on réussit à établir, c'est quoi le plan de match. Je présente souvent différents scénarios, donc un plus ou moins coûteux, un moyen, puis un petit peu plus coûteux. Puis c'est au client par la suite à choisir vers lequel il se sent plus à l'aise. Parlant un petit peu ensemble tout à l'heure, ça m'a fait penser qu'on parle souvent du régime épargne-études, de mettre le maximum de 208 et 33 par année, mais je pense aussi à la petite famille qui n'a pas ce budget-là à mettre. C'est tellement flexible comme produit. Tu peux choisir si tu me déposes des sous ou non. Le minimum, en tout cas chez Industrielle Alliance, c'est 25 $ par mois. Si 3 mois consécutifs, ça te donne plus ou moins de mettre cette somme-là dans le régime, tu peux dire, écoute, moi, ça ne m'adonne pas, on va faire une pause de prélèvement, le repartir un petit peu plus tard. Donc, c'est très, très, très flexible. Tu peux choisir la date aussi à laquelle elle se prend dans ton compte, ce paiement-là. Donc, c'est un beau produit qui, même pour ceux qui ont un petit budget, ça peut très, très bien faire. Justement, tu as fait des petits scénarios de tes produits chouchous là, en assurance au niveau là, de tes produits chez IA. Donc, je ne sais pas si tu veux les présenter. On voulait peut-être les présenter plus à la fin, mais je pense que ça l'irait de soi là, qu'on en parle en ce moment. Surtout que souvent, je pense que, je ne sais pas pour toi, les clients qui arrivent dans ton bureau, mais est-ce qu'il y en a qui te disent « Ah, moi, j'ai un budget. » Tu sais, souvent, le monde, là, ils savent pas c'est quoi le budget qu'ils ont pour ça. Ils savent pas, tu sais, ils arrivent puis ils sont comme, mais je sais pas, puis ils savent pas non plus combien ça coûte, combien ça rapporte. Fait que c'est sûr que les autres, ils arrivent puis ils sont comme, écoute, moi, je veux juste investir pour l'avenir de mon enfant, mais écoute, j'ai aucune idée combien je peux mettre par mois, j'ai aucune idée ça va-tu rapporter si ça vaut-tu juste... la peine de mettre du temps dans cette protection-là? Exact. Fait que j'imagine que ça va être assez plus complexe pour toi, justement, de venir déterminer tous ces facteurs-là financiers. Fait que tu as fait des petites simulations en fonction de différents profils, je pense, financiers. Oui. Fait que tu peux nous les mettre de l'avant. Je pense que ça va nous aider à imager tout ça, là. Oui, puis en assurance pour enfants, je trouve qu'il y en a un en particulier, tu l'as bien dit, c'est vraiment mon produit chouchou. C'est un produit qui est quand même assez récent sur le marché, là, dans le sens que ça fait pas depuis les années de nos grands-parents qui a été mis en place, mais il a été mis en place justement pour notre nouvelle réalité économique, dans le sens où l'inflation fait partie de vie courante, donc tout coûte de plus en plus cher. Les frais funéraires en coûte aussi de plus en plus cher. Donc, pour un enfant, de faire une base de 20 000, de 50 000 d'assurance pour eux, c'est bien. Par contre, quand ils vont être rendus à 80, 85 ans, qu'est-ce que ça va valoir, ce 20 000-là ou ce 50 000-là? Ça n'aura plus la même valeur qu'aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'il faut un petit peu avoir un produit qui vient avec notre réalité. Et le produit, là, que mon petit produit chouchou, je dois le dire, c'est le produit IA-Part chez Industrielle Alliance, qu'on retrouve aussi dans d'autres compagnies d'assurance. Pas tous encore, mais quelques-unes. Donc, ce produit-là, il est très intéressant. Puis comme tous les produits d'assurance permanente, donc tous les produits là, qu'on va conserver la protection à vie, il y a différents délais de paiement. Donc, après ma barre, là, on peut avoir une assurance qu'on paye toute notre vie, comme on peut avoir des délais de paiement accélérés. Pour avoir une question de pouvoir bien comparer les différents scénarios que je veux vous présenter aujourd'hui, mais c'est sûr que je les ai mis toutes sur la même base. Donc, on va y aller avec un montant de 100 000 pour chacun des produits et un délai de paiement à vie aussi pour chacun des produits. Donc, mon petit produit chouchou, c'est une assurance qui vient justement suivre le niveau de vie, puis qui a une croissance dans le capital. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est une assurance de 100 000 pour commencer, mais qu'au fil des années, il va y avoir une bonification qui va se faire dans la police. Ce qui fait que, bon, même avec un montant plus
moindres, comme un plus petit montant que 100 000. Un 25 000 pourrait très bien faire en valeur d'aujourd'hui. Pour un enfant de 0 ans, 1 an, 2 ans, on s'entend qu'il y a une espérance de vie qui peut aller jusqu'à 83 ans, 82 ans. Donc, il y a énormément d'années de cumulation dans ce produit-là. Donc, vous comprendrez que le 100 000 aujourd'hui, qui fait de la bonification jusqu'à l'âge de 80 ans de l'enfant, c'est des valeurs astronomiques qu'on va retrouver dans la police d'assurance. Donc, un enfant qui a ce produit-là et qui conserve le produit jusqu'à l'âge de 80 ans serait rendu avec une valeur au décès, donc un capital décès de 744 000 en valeur projetée. Donc, c'est sûr que c'est pas une valeur exacte, ça peut varier dépendamment là, des participations qui sont versées dans la police, mais ça nous donne quand même un très bel indicatif de, OK, on a commencé à 100 000 et puis pour mon enfant, on est quasiment rendu à 800 000 d'assurance. Donc, c'est assez impressionnant. Puis ça, c'est impressionnant dans le sens que, tu sais, mettons que la personne meurt à 83 ans, là, bien, c'est comme, en tant que parent, tu as comme assuré un avenir financier à comme tes arrière-petits-enfants. On est rendu là, tu sais. Exactement, c'est de penser plus loin. Puis, ce que j'aime bien aussi comme produit, justement, comme je vous parlais, en délai de paiement accéléré, bien, de dire, par exemple, que tu prends ce produit-là à ton enfant, tu le payes pendant 20 ans, ton enfant, il est rendu dans les alentours dans sa début vingtaine, il y a une belle assurance comme ça que tu fais juste mettre dans le tiroir, qui continue à grandir, puis qu'au décès, on le sort du tiroir, puis c'est une valeur astronomique qui s'y retrouve. C'est vraiment, vraiment un beau produit. Donc, je vous laisse vous imaginer aussi qu'un produit comme ça qui est pris par un adulte de 60 ans n'aura pas le même impact parce que le 100 000 n'aura pas la même durée de croissance. Donc, c'est pour ça que pour un enfant de cet âge-là, c'est extrêmement intéressant. Et c'est sûr que c'est le produit le plus intéressant sur le marché. Donc, il est peut-être plus dispendieux qu'un produit traditionnel ou que de l'assurance temporaire. Mais à titre d'exemple, pour ce produit-là, qu'on paye à vie 100 000 pour une petite fille qui vient de naître, donc qui a même pas encore 1 an. On parle d'une prime là, de 53,55 $. Donc, tant qu'à moi, ça reste quand même très abordable pour un aussi beau produit. Mais c'est ça pour le long terme, là, je veux dire, c'était 50 $, 53 $, mais que ça dure, puis après ça, après 20 ans, c'est terminé. Pour l'âge de la petite enfant, ça aurait peut-être été un petit peu dispendieux, mais quand on regarde ça sur le long terme, ça fait énormément de sens. Exactement. Puis, à titre de comparable, donc, il n'y a pas... Ça, c'est la Cadillac de la Cadillac, comme que je présentais tout à l'heure. Donc, il y en a aussi à plus petit budget. Donc, de faire le même exercice? Le même exercice, oui, merci. Mais pour une situation d'assurance temporaire à plus petit budget, quelqu'un qui dit, ben moi, je voudrais quand même offrir une assurance à mon enfant, puis qu'on y va encore dans le même capital de 100 000, ben, une assurance temporaire pour les 25 premières années de l'enfant pourrait très bien faire la job. Puis on parle de un 16,11 $ pour cette assurance-là. Donc, le prix de 16 $, il est fixe, par exemple, pendant les 25 prochaines années. C'est moins cher que Spotify. Donc, si on le ramène par semaine, là, c'est vraiment moins qu'un café Starbucks. Donc, ça vaut la peine. Non, c'est ça. Il faut vraiment relativiser. Il y en a qui vont dire que c'est cher ou moins. Mais regardez toutes les petites dépenses qu'on fait à gauche, à droite. C'est aussi une question de priorité aussi dans votre planification financière, mais encore là, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui vous convient, mais quand on regarde ça comme ça, c'est moins cher que Spotify puis c'est moins cher qu'un café Starbucks à chaque semaine. C'est ça, puis c'est vraiment en une rencontre qu'on est capable de justement présenter les scénarios, voir est-ce que ça convient, faire des ajustements. Donc, il n'y a pas un scénario parfait pour la cliente, c'est vraiment avec une discussion ensemble qu'on va être capable d'établir le bon plan de match. Puis, je suis là pour justement guider les clients à travers ça, à travers les différents scénarios. Il y en a tellement que j'ai mis en ordre de priorité. Puis comme je te disais tout à l'heure, on choisit ensemble qu'est-ce qui fait le plus de sens pour eux. Mais oui, tellement. C'est ça aussi qu'on parlait aussi de la complicité, de développer un lien de confiance avec notre conseiller. Bien, ça part de là, en fait. Exactement. Puis au niveau, justement, de tes services professionnels, tu sais, l'accompagnement, là, ton service après-vente, est-ce que ça fonctionne? As-tu des rencontres après? Tu fais un suivi avec les clients? Oui, mais en fait, comment ça fonctionne, une rencontre type? Donc, après ma barre, quand on se rencontre, il y a l'analyse des besoins financiers qui est fait, qui mène ou non à une prise d'assurance ou un placement, des choses comme ça. Du moment où on a ce lien d'affaires-là ensemble, c'est sûr qu'on recommande de faire un petit coucou là, au moins une fois par année ou au moins aux 2 ans, juste pour s'assurer que, le client a un très bon suivi. Volet assurance, bon, ça peut arriver que
un an après l'autre, il y a des changements qui viennent, un nouveau bébé, comme tu parlais tout à l'heure, un nouvel achat de maison, un changement, un nouveau projet. Donc, ça nécessite des fois des engagements financiers qu'on a besoin de revoir un petit peu notre planning d'assurance qui avait été fait au départ alors que ces engagements-là n'étaient pas là au départ. Donc, c'est sûr que de faire un petit coucou à chaque année aux clients, bien, ça ne fait pas de tort parce que souvent, on réalise que, OK, crime, depuis la dernière fois, il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais c'est ça. Puis côté placement, bien, c'est sûr qu'on essaie de faire un suivi plus rigoureux. Puis c'est sûr que moi, je le demande aux clients, à quelle fréquence tu aimerais te faire appeler? À quelle fréquence tu aimerais qu'on ait un contact ensemble? Il y en a que, si je les achète à tous les ans, ils vont dire « Non, Noémie, arrête de m'appeler. » Et il y en a d'autres qui s'attendent qu'ils veulent un suivi à toutes les 2 fois par année, à tous les 6 mois. Donc, chacun a sa fréquence qui veut que son conseiller s'implique dans sa situation financière, puis il faut respecter ça. Donc, c'est vraiment de s'entendre, bon, ben à quelle fréquence que tu veux qu'on communique ensemble. Puis souvent, bien, c'est les clients aussi qui reviennent nous rappeler « Hey, j'ai eu un nouvel enfant, j'aimerais ça qu'on se rencontre. Hey, finalement, je suis plus locataire, je m'en vais pour un achat de maison, j'aimerais ça qu'on se rencontre. » Donc, viens par eux-mêmes aussi, les clients vers nous quand il y a des changements dans leur vie qui arrivent. Mais sinon, là, on se doit, en tant que conseiller, de au moins faire un contact par année, là, voire aux 2 ans. Ah, ben c'est bien parce que c'est le temps un peu stressant quand même. On met de l'argent, mais on veut savoir, ça va-tu bien, là, ce qui est mes affaires? On veut avoir des suivis aussi. Puis comme tu dis, des fois, il peut peut-être avoir des nouveaux produits aussi, j'imagine, qui sortent, qui peut peut-être nous convenir aussi à une nouvelle situation. Exact. Donc, se tenir à jour, je pense que c'est toujours le bienvenu. Donc, on l'a dit plus tôt dans l'épisode, tu travailles pour Industrielle Alliance. Mais en fait, j'aimerais ça un peu que tu nous parles du fonctionnement parce que toi, tu es une travailleuse autonome. Là. Exactement. Donc, travailleur autonome, ça veut dire que c'est moi qui bâtis ma clientèle. Ça veut dire que je suis libre un petit peu au niveau de mon horaire. Donc, ça me permet de justement m'adapter à la clientèle dans le sens où la plupart des gens que je rencontre, oui, il y a des travailleurs autonomes comme moi, mais il y a aussi des salariés bien ordinaires qui font des 9 à 5. Donc, ça nécessite que je dois ouvrir des plages horaires qui sont plus en soirée. Donc, faire des rencontres à 5h30, 6h, 7h, c'est mon quotidien si je veux réussir à rencontrer tout le monde dans une semaine. Donc, ça permet cette petite flexibilité-là là, que les clients aiment bien, de ne pas avoir à prendre congé ou de prendre une pause du travail pour se libérer pour une rencontre. Donc, il y a ce volet-là qui est très intéressant. Sinon aussi, ben les conseillers chez Industrielle Alliance, on se déplace souvent dans les domiciles des clients. Donc, ça peut arriver que je fais des rencontres en vidéoconférence, ce que je me plais quand même bien à faire, que je reçois aussi les clients au bureau à Shawinigan, mais la plupart du temps, les gens, ils sont habitués de nous recevoir autour de la table, puis ça, c'est vraiment une formule que j'adore parce que ça me permet de voir leur environnement, ça me permet de voir les enfants, les nouveaux bébés, on dirait qu'on connecte vraiment plus, puis que je rentre dans leur quotidien, dans leur intimité, ils me permettent cette proximité-là. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là que de juste recevoir le client au bureau, toujours dans le même environnement. Donc, mais oui, puis c'est une facilité pour le client que tu offres, là. Oui, de vraiment. Se déplacer, là. Je pense à toutes mes clientes là, qui viennent d'accoucher, que leur enfant a moins d'un an, excuse-moi. Il y en a beaucoup là, qui disent, ben moi, écoute, avec ma nouvelle réalité, ça me permet pas là, d'amener bébé ou de prendre une gardienne pour venir te rencontrer. Donc, la facilité de dire hey, viens donc à la maison, puis si jamais bon bébé pleure ou quoi que ce soit, a besoin de maman ou de papa, ben maman part, puis moi j'attends là. Tu sais, il n'y a pas de trouble. Mais oui, ben c'est le fun. Puis, tu sais, en même temps, c'est là qu'on peut voir là, le lien de confiance qui va... Je reviens souvent là-dessus, mais je pense que c'est vraiment la clé. Puis, c'est la base de cette relation d'affaires-là. Là. Oui, puis je pense que tous les clients qui font affaire avec nous, du moins avec moi, pourraient le dire que le service est pas mal différent que ce qu'on connaît dans le monde institutionnel, dans le sens où si moi j'ai besoin de passer 2 heures, 3 heures avec toi pour qu'on soit capable de faire un bon travail, je vais le prendre. Je suis pas à la chaîne nécessairement de devoir m'empresser, donc j'ai pas le non temps. plus au volume. Ben tu sais, oui, tu veux faire du volume, mais t'as pas une pression nécessairement d'un supérieur immédiat qu'il faut que tu rencontres tant de clients dans ta semaine. Non, exactement. Là, c'est pas la machine à saucisses, t'arrives pas avec un numéro, puis je te dirais que c'est vraiment différent là, en termes de on prend le temps. On prend le temps de bien faire les choses, oui. Ben, c'est important. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de ça, de nous avoir aidés là, en tant que parents à démystifier c'était quoi
les produits financiers avec lesquels on peut faire affaire pour nos enfants, en fait. Donc, merci grandement. Merci à toi. Ben écoute, ça m'a fait un grand plaisir. Tu m'en as appris aussi encore une fois. J'en apprends tout le temps, moi, au podcast. Puis aussi, un grand merci au Capucin, une boutique éco-santé pour la famille, d'avoir fourni un petit paquet cadeau pour l'invité du jour. Noémie, tu ne l'as pas encore vu, ça s'en vient. Je remercie aussi le studio du C'est Fou 89.1 FM de me permettre de réaliser ce projet. Et le dernier remerciement va bien sûr aux auditeurs qui nous écoutent semaine après semaine. Je poursuis avec ma petite formule habituelle. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires constructifs, des suggestions, des retours sur comment vous avez trouvé l'épisode, tous dits positifs comme négatifs, tout est dans la manière de le dire. Merci beaucoup et on se dit à la semaine prochaine! À l'écoute de la petite enfance.